Bienvenue dans les podcasts de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice de romances et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Podmas. C'est maintenant le Podmas 18. Ça y est, on peut compter les épisodes qui nous restent sur les doigts d'une main. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du fait de puiser dans sa propre vie pour écrire. Alors, on peut puiser dans des obstacles, ça c'est sûr, mais également dans des petites anecdotes qui sont parfois un peu triviales, un peu marrantes. Je pense que vous allez peut-être entendre le train là actuellement qui passe par chez moi. Si c'est le cas, je m'en excuse. Je me suis rendu compte de ça la dernière fois en faisant le montage d'un autre épisode où il y avait un son bizarre et en fait c'était le train qui passait, mais passons. Oui, et donc des fois il y a des anecdotes un peu plus marrantes que d'autres. Comme d'hab, je vais revenir sur le fil conducteur. C'est plus facile pour moi de prendre les sorties de manière chronologique et remonter jusqu'aux sorties les plus récentes, voir les prochaines sorties. Ça me permet de rester un petit peu organisée. Sachant que là, comme depuis le début des Podmas, je fais vraiment sans filet ni rien. Donc il se peut que j'oublie des anecdotes. Il faudrait que je relise certains livres pour me dire « Ah oui, c'est vrai, ça vient de là ». Et si c'est le cas, je prendrai plus de notes et comme ça, moi, je pourrais vous faire d'autres épisodes spécialisés. Donc si on prend la trilogie Angel Heart, donc Lionheart, Pantherheart, Tigerheart, il n'y a pas grand-chose effectivement qui vient de ma vie, étant donné que c'est du fantastique ou de l'urban fantasy, mais on sent énormément les influences que j'avais avant, c'est-à-dire Twilight, bien évidemment, Vampire Diaries, un peu de Percy Jackson, pourquoi pas du Harry Potter, parce que c'est dans une école de magie, mais comme un lycée lambda, quoi. Si vous connaissez pas du tout la saga, du coup ça parle de Angel, ou Angel, qui est une jeune fille de 16 ans, une lycéenne donc, qui revient à Buckland, donc dans le Kent, une petite ville dans le Kent, le sud-est de l'Angleterre, après avoir passé 2 ans à Londres par rapport au travail de son père. Et c'est la première fois qu'elle va intégrer un lycée public, c'est-à-dire qu'il y a des lycées privés que pour les humains et des lycées publics où toutes les créatures surnaturelles sont mêlées avec les humains. Parce que c'est dans un monde plus ou moins parallèle, on va dire, où... c'est pour ça que c'est de l'urban fantasy, mais l'urban fantasy, normalement, c'est plutôt des civilisations cachées, parallèles, où les humains ne rencontrent pas les créatures surnaturelles. Là, c'est pas du tout le cas. Mais forcément, il y a une sorte... c'est un mot un peu fort, mais finalement, c'est un peu ça dans cet univers de ségrégation par rapport à certaines créatures, par rapport à certains êtres surnaturels, tout simplement. Donc, dans ce lycée, il y a des elfes, des vampires, des sirènes, des métamorphes, bref, toutes les créatures surnaturelles auxquelles vous pouvez penser, vous pouvez les rencontrer dans ce lycée. Donc, vous vous doutez bien que je n'ai pas eu une adolescence très similaire, mais j'ai commencé à écrire ces romans vers 13 ans. Donc, Angel, c'était vraiment un peu du self-insert, dans le sens où la première fois que j'ai écrit ces livres, en tout cas le premier tome, c'était vraiment « Ok, je veux devenir comme elle plus grande, je veux habiter en Angleterre, je veux passer 2 ans à Londres, si ça. » Le seul truc qui, là, m'a marqué, c'est la musique, c'est-à-dire que dans une première version, Angel part des One Direction. Je me rappelle plus exactement, je pense qu'elle allait au lycée. À l'époque, c'était donc les lecteurs MP3, iPod, etc. Moi, j'avais pas d'iPod, j'avais un Walkman. Et donc, voilà, elle allait au lycée avec ses petits écouteurs, les écouteurs filaires, n'est-ce pas? Et elle écoutait du One Direction. Et j'avais enlevé ça après... dans des recorrections parce que je me suis dit ça va mal vieillir et tout. En fait, c'est juste que... C'est pas tant mal vieillir, mais c'est juste que ça met un espèce de stamp, comme on dit, comme un tampon temporel, une marque temporelle à ces romans-là. Vu que je les ai réédités en 2021, bon, peut-être que j'aurais pu poser un autre groupe,
mais j'ai trouvé ça marrant. Et dans les premières versions, pareil, c'est dans le tome 3, il y a une scène assez pivot qui est concrètement inspirée des paroles de Turn Your Face de Little Mix, qui est une chanson super émouvante, vraiment dans l'émotion. Et à l'époque, bon, j'étais pas tout à fait bilingue, et la façon dont les filles du groupe Little Mix prononçaient ou chantaient le mot dagger, qui veut dire donc une dague littéralement, hein, donc une lame, j'avais entendu tiger. Et donc faut savoir que Angel Heart, bah, ça veut dire cœur d'ange, mais c'est un jeu de mots par rapport au premier tome qui veut dire, enfin qui est Lionheart, cœur de lion, qui est un nom et même un surnom, on va dire un titre qu'avait un roi d'Angleterre, je me rappelle plus des dates, hein, c'était Richard Cœur de Lion, mais là au niveau des dates, faut pas m'en demander trop. Et c'est également le nom de famille de Angel, et au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'il y a d'autres familles qui ont des noms similaires, dont Tiger Heart, qui est le nom du 3e tome. Et voilà, c'est la petite anecdote. Je crois que c'est à peu près tout. L'autre anecdote que je pourrais vous donner actuellement, c'est... Et je pense qu'il y a... C'est un fil conducteur qu'on va retrouver dans mes romans et dans ma vie en général. Donc vous allez voir. Je sais pas si vous croyez un petit peu à ce côté, comme on appelle le manifestation, le fait de manifester, pas avec le nom français, hein, le fait d'aller dans la rue pour manifester tout simplement, faire entendre ses droits et dire qu'on n'aime pas une loi ou un mouvement ou quelque chose. Mais la version, la signification anglaise, qui veut dire le fait d'appeler à soi, c'est toute la loi de l'attraction, hein, d'appeler à soi certaines choses. Donc dire que on va arriver à faire quelque chose et du coup ça va se passer. Il faut du travail bien évidemment, il faut pas juste claquer des doigts à attendre que ça arrive et que ça tombe sur nos genoux comme par magie, mais c'est l'idée de dire par exemple je vais être édité dans telle maison et je vais travailler pour le faire et ça va se passer, c'est tout. Appeler à soi certaines choses, d'accord ? D'ailleurs, un jour, j'ai une vidéo qui dort sur mon téléphone, qui est bien enfouie, que j'ai enregistrée à New York, où je parle de ça. Et faudrait que je vous la poste. Elle date de mai 2023, et je ne vous l'ai pas postée encore. Donc, voilà, en 2024, peut-être pour les 1 an de cette vidéo, je vous la posterai, puisque je parle un petit peu de ça. Et je trouve que c'est un sujet important, qu'on y croit ou pas. Mais voilà, ça peut être une ouverture sur une discussion. Et donc, je voulais vous dire que pour cette saga, ce qui est marrant, moi j'étais passée un petit peu à côté du American Dream, donc le fait que tout le monde parlait des États-Unis. Bien sûr, je regardais les séries, les films, ce que je lisais se passer aux États-Unis, et ça m'intéressait, mais j'étais obnubilée par l'Angleterre, c'est pour ça que j'étais très fan des One Direction, mais pas que. Donc tout ce qui était british, il me semble que quand j'avais commencé, j'avais fait... Je crois pas avoir fait mon premier voyage en Angleterre, donc voyage scolaire. Mais ça s'est un peu chevauché au niveau de l'écriture. Et en fait, j'ai déménagé presque 10 ans après avoir commencé cette saga en Angleterre pour 1 an dans le Kent. J'ai passé énormément de temps à Londres. Et la petite histoire, c'est que de base, la ville de Buckland, je l'ai choisie parce que c'était le nom... Si vous regardiez Charmed, donc les sœurs Halliwell, hein, c'était le nom de l'entreprise. Je sais plus si c'était un truc d'antiquité ou d'avocat, mais c'était dans le même bâtiment que Prou, ou que Plou. Ça dépend de la prononciation que vous prenez. Et j'aimais bien le nom Buckland, ça faisait anglophone et tout. Et j'avais regardé Buckland, Angleterre, et j'avais pas trouvé grand-chose. Et en fait, c'est une ville du Kent qui existe, plutôt une sorte de village ou lieu-dit qui est près de Douvres. Et donc j'ai trouvé ça trop drôle. Donc voilà, même parfois il y a des petites anecdotes comme ça, des petites coïncidences qui font que. Je vais passer très rapidement sur Seven les héritiers et sur Amityville, donc mes 2 romans qui ne sont plus édités aujourd'hui, tout simplement parce que je ne pense pas que j'ai puisé dans ma vie pour cela. Je suis pas sûre du tout. Seven, c'est une dystopie apocalyptique. Voilà, je suis très contente qu'il n'y ait pas grand-chose en commun.
Oui, au niveau des inspirations, j'ai toujours fait des fancasts ou des dreamcasts comme on dit. Donc c'était beaucoup au niveau des séries que j'allais regarder. L'héroïne principale était d'origine japonaise parce que j'étais énormément fan des J-dramas, du coup c'est pas les K-dramas. Donc les dramas japonais de l'époque. Donc c'était pas Anayori Dango, c'était Anakimi Itachi je crois. Et j'avais repris la même actrice parce que voilà, il y avait un gars qui était un acteur dans Violetta, qui est un soap opera argentin qui était sur Disney, que je regardais vite fait en passant, mais voilà. Il y avait des acteurs, donc je parle toujours du Dreamcast, qui m'avaient inspiré. Il y en avait un de Twilight, il y en avait deux de Teen Wolf, deux de Twilight, un de Hunger Games et un de Skins. Un jour, je reviendrai dessus. Enfin voilà, c'était toutes les inspirations, donc c'était vraiment la pop culture que je mangeais, que je dévorais à l'époque. Et je crois que... Ouais, enfin ça doit être tout. Si on va dire le péché mignon ou péché mortel même de Dakota, donc l'héroïne, c'était la gourmandise, parce que chacun était rattaché à un péché, parce qu'ils sont 7, donc comme les 7 péchés capitaux. Et c'était la gourmandise, et elle faisait tout un tas de mélanges au niveau de la nourriture, sucré, salé et tout, et c'est un truc que j'aimais bien. Faudrait que je me penche un peu plus sur ce roman, mais je pense que le jour où je me penche dessus, c'est pour le réécrire ou le ressortir ou quoi, donc pas tout de suite. Et pour Amy Tigan, je suis pas sûre. À l'époque, dans ma tête, pareil, aujourd'hui, j'aimerais vraiment ressortir ce livre, et le Dreamcast ou le Fancast, dans ma tête, est très différent. Mais à l'époque, c'était l'actrice qui joue Sissy dans New Girl. Et le gars, ça aurait pu être celui qui jouait Matt dans Vampire Diaries. Voilà. Si j'avais dû, j'en ai fait une d'ailleurs, faire une vidéo, une bande-annonce, ça aurait été ça. Et au niveau des inspirations, peut-être des petites blagues, mais pareil, ouais, faudrait que je relise. Mais on retrouve ce côté fil conducteur et loi de l'attraction, parce que, donc, l'histoire, c'est entre Guyver, l'héroïne, qui est fille de flic, qui vit au Michigan, qui a abandonné ses études dans, j'allais dire le mannequinat, pas du tout, dans le droit, donc elle voulait devenir avocate de base, et elle est barmaid, et elle se retrouve bon gré mal gré à devoir plus ou moins aider son père qui est dans la police, et aider un témoin d'une affaire de vol, qui est Mitchell, et qui est donc un Amish. Et il se retrouve chez elle, donc c'est la coloc forcée, cohabitation forcée, on aime bien ce trope. Et donc forcément ça fait des étincelles, parce que elle est ultra libérée sur plein de choses, elle est légèrement plus vieille que lui, et lui il a toujours été couvé ou protégé toute sa vie, parce que si vous connaissez la communauté des Amish, c'est une communauté religieuse qui refuse la modernité. Et j'ai trouvé que c'était une communauté... Alors, il y a des très bons côtés et des très mauvais côtés. Je dis pas ça. Mais pour beaucoup, et j'espère, il y a quand même une sacrée bienveillance. Et j'ai été... Enfin, encore une fois, le hasard fait que pendant mes études, pendant mon master, j'ai fait une partie à distance. Et en première année, je travaillais donc aux États-Unis. Je faisais quelques devoirs. Donc je bossais à Disney et je rendais des devoirs, etc. Après je suis rentrée parce que c'était un petit peu trop, je pouvais plus faire les deux après un semestre. Mais je devais aller en Philadelphie, j'ai décidé d'aller en Philadelphie, entre guillemets, en vacances. Donc pour un long week-end avec une copine pendant un break. Et à ce moment-là, moi je suivais des cours de civilisation américaine pour mon master. Et j'avais un cours justement sur la religion. C'était un cours passionnant parce que la religion aux États-Unis, on a une certaine idée, mais en fait il y a tellement de religions différentes. Certains qui sont des sectes, d'autres non. On a même étudié des choses qui sont liées à la nature, donc beaucoup plus revenir à ces notions de amérindiens et tout ça. Et c'était très très cool parce que voilà, il y avait des textes qui dataient malheureusement de la colonisation, quoi, concrètement, de la ruée vers l'or, et à la fois des choses super modernes avec par exemple les Mormons. Et on devait faire un devoir où on devait aller interviewer des membres d'une religion présente aux États-Unis. Donc comme mon master se passait
à Paris, il y en a beaucoup, il y a certains groupes qui sont présents en France, dont à Paris. Mais moi j'étais aux États-Unis et j'allais en Philadelphie, et la Philadelphie c'est un peu le berceau des Amish. Donc je suis allée à un marché couvert, c'était des halles, je me rappelle plus le nom, mais c'est un marché qui est très connu pour justement y avoir des Amish, parce que pour gagner leur croûte, ils font quand même un peu de tourisme. Donc soit quand vous avez ces espèces de communautés un petit peu à l'extérieur, ils vont avoir des magasins de kilt, donc c'est-à-dire les espèces de grandes couvertures en patchwork là, qui sont faits main, ou de confitures, ce genre de choses. Et donc là, ils vendaient beaucoup de pâtisseries, des bonbons, des choses qui font main quoi. Il y avait aussi pas mal de viande, enfin tout ce qui était lié un peu à la ferme, et les produits non pas industriels mais maison. Et par contre, ça a été grave difficile parce que j'avais des questions à poser et il n'y avait pas beaucoup de monde qui voulait me répondre. Donc à chaque fois, on me renvoyait et tout. Donc on faisait le tour du marché des halles avec mon amie et les jeunes femmes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes hommes. C'était soit des hommes très vieux, soit des petits garçons, parce que les jeunes hommes, ils étaient à la ferme, quoi. Enfin, un travail très manuel. Et donc il y avait des jeunes femmes, des ados et des femmes beaucoup plus âgées. Et les jeunes femmes voulaient pas du tout me répondre. Et je pense que les personnes plus âgées en avaient un peu marre, parce que il y a beaucoup de touristes et je pense qu'ils en ont marre de répondre aux mêmes questions, et peut-être parfois des personnes un peu pas très bienveillantes ou qui ont des mauvaises intentions, ou des idées ou des jugements, etc. Et moi j'arrivais en mode bonjour, c'est pour les cours. Donc j'essayais de forcer encore plus l'accent pour faire comprendre que j'étais pas de là, mais voilà. Et finalement, j'étais tombée sur une dame, Marianne, qui travaillait dans cette boutique de bonbons et qui a pu répondre à mes questions. Et c'était un échange super important puisque j'ai pu lui expliquer que je venais de France. Donc on a parlé du voyage parce que forcément, elle a jamais pris l'avion, et si elle reste dans cette communauté, elle le prendrait jamais. Mais donc j'ai appris pas mal de choses et c'était super intéressant. J'avais beaucoup aimé faire ce devoir. Voilà, c'est le côté, encore une fois, écrire quelque chose avant même d'en avoir fait l'expérience. Parfois c'est d'un côté, parfois c'est de l'autre. Ensuite, il y a eu une passade Wattpad avec, ça aurait été au moins 2 tomes, je pense. Une histoire, le nom, on va dire, de cette histoire, c'était Les Auto-tamponneuses. Et c'était mon premier roman qui se passait en France. Je l'ai jamais fini, puisqu'il y a eu énormément de réécriture. Et le fait d'avoir posté petit à petit, c'était vraiment compliqué. Et ça a touché à beaucoup de sujets très très proche de moi, de mon entourage. Et donc en fait c'était pas du tout une comment on appelle ça, une autofiction. C'était pas une autofiction, mais il y avait quand même des passages que j'avais pu vivre ou que mon entourage avait pu vivre, et donc c'était compliqué à naviguer. Peut-être qu'un jour je retournerai dessus, ou je retournerai. Le premier tome, c'était, ça devait être que du point de vue de l'héroïne, donc Nikki, donc Nicole, mais son surnom Nikki, et ça devait s'appeler La fille tournesol, et s'il y avait eu un deuxième tome, ça aurait été le garçon pain d'épices, et ça aurait été du point de vue de Jude, ou Jude, qui est donc un franco-anglais. Et petite anecdote, les noms sont totalement inspirés de Judy et Nick de Zootopia, ou Zootopie, qui est un dessin animé Disney que j'ai beaucoup aimé. Voilà, et ça parlait de plein de choses. Ça parlait notamment de TCA, donc de troubles alimentaires. Je pense que c'était ça qui était très difficile à naviguer pour moi. Ça parlait de grandir dans une petite ville du sud. Ça parlait de scolarité, des attentes des familles, des amis. Des études supérieures, du fait de s'éloigner des gens et d'être proche ou non. La rupture, en fait, finalement, genre. Donc c'était pas vraiment une histoire d'amour, c'était plutôt un roman young adulte avec une histoire d'amour, mais avec une rupture, et est-ce que les personnages vont se retrouver, etc. Est-ce qu'ils sont liés à tout jamais. Il y avait un petit peu de deuil, enfin bref, il y avait plein de choses qui m'ont touchée pendant mon adolescence. Je pense que c'est pour ça que c'est compliqué. Peut-être qu'un jour je reviendrai dessus avec un œil neuf et beaucoup plus âgé. Ça fait plus de 10 ans maintenant, mon dieu. Un peu moins de 10 ans. Ah si, bientôt 10 ans. Ouais, oui, j'ai bientôt 28 ans, donc c'est ça. Et ensuite, il y a eu Secret Love Song. Et je vous avais fait un post sur 3 petits secrets, 3 petites anecdotes, et donc des faits réels sur Secret Love Song, le premier tome des Coffee First.
Ça fait un peu fanfiction, effectivement, l'héroïne française qui va à un concert à Paris et qui rencontre un chanteur. Bon, pour le coup, c'est sa petite sœur qui était grave fan. Elle connaît quand même le groupe. J'avais pas envie de faire comme la fanfiction en mode moi je lis un livre parce que je n'ai vraiment pas envie d'être là et on me remarque. Donc non, je ne suis pas Floriana, je n'habite pas à Nantes, je ne fume pas et je n'ai jamais rencontré Ben Walker, même si j'aurais beaucoup aimé. Pour le coup, l'inspiration, il y a plein de groupes. C'est à la fois les One Direction, c'est à la fois les 5 Seconds to Summer, c'est à la fois les Jonas Brothers, c'est à la fois les The Vamps, même peut-être The Wanted. Combien d'autres groupes j'écoute, même des groupes un peu moins, qui ont moins ce label, cette étiquette boys band entre guillemets. Donc je sais pas, Imagine Dragon, même Shawn Mendes qui n'est pas un groupe, mais j'avais regardé son documentaire, ça m'a beaucoup aidé. J'aime énormément les documentaires sur les musiciens, donc il y en a plein qu'il faudrait que je voie, notamment celui sur Taylor Swift. Mais Shawn Mendes, j'avais beaucoup aimé voir son évolution et il parlait de concerts, etc. Et par contre, ouais, le concert aurait pu s'apparenter un petit peu à mon premier concert avec les Vamps qui était en 2019 à la Cigale à Paris, qui était une petite salle. Et je m'étais toujours fait la réflexion en mode ils font vraiment des petites salles en France et pratiquement en Europe. Et pourtant, ils remplissent des stades mais entiers au Royaume-Uni et même dans d'autres pays, style asiatique, Amérique du Sud, etc. J'ai trouvé ça toujours assez drôle comme la vague et la mode est passée assez vite alors que par exemple celle des One Direction était restée. Sinon, ça se passe lors d'une tournée, donc il y a plein de pays et plein de villes qui sont dans le roman que je n'ai malheureusement pas encore visité. Par contre, il y a un passage à Budapest, donc il y a un personnage qui s'appelle Oren, qui fait partie de la première partie des Coffee First, et il fête son anniversaire. Moi j'y étais allée dans la période de Noël, et j'avais adoré l'église Saint-Mathias et le bastion des pêcheurs. Et bon, les bains aussi de la ville. Donc j'étais obligée, même si c'était pas le sujet premier du chapitre, de glisser 2-3 anecdotes comme ça. D'ailleurs, ces anecdotes, vous pouvez les retrouver sur mon compte Maeva Catalano. J'avais fait un post 3 petits secrets. Et je voulais vous faire la même chose pour PS I Still Hate You, mais pas encore. Ensuite, une autre anecdote qui est tirée de mes habitudes, c'est le Louvre, où Floriana et Benjamin, ou Benjamin, Ben, imitent les statues et les tableaux pendant leur premier encart. Et c'est ce que j'ai toujours fait avec des potes, ce que j'ai fait lors de ma première visite du Louvre avec une amie. Et le tableau préféré de Floriana, c'est le mien. Voilà. Ensuite, une autre inspiration, c'est le Hogmanay. Donc vers la fin du roman, pas tout à fait la fin, c'est pas l'épilogue, mais on s'y approche. Il y a le Hogmanay qui est... Enfin, je saurais pas dire la prononciation version écossaise ou gaélique, hein, mais en français, ce serait cette prononciation-là. Et c'est le Nouvel An en Écosse, où il y a un vrai festival à Édimbourg. Et j'ai fait pratiquement toutes les célébrations, donc c'est pour le passage de 2017 à 2018. Donc les feux d'artifice en bas du château avec les concerts, la procession avec les flambeaux, le Arthur Seat, donc qui veut dire le siège de Arthur, qui est une espèce de petite montagne, grande colline, où on peut voir Édimbourg. Et surtout, le Looney Duke, qui est le fait de plonger dans l'eau glaciale de la mer. D'accord ? La mer en Écosse, le 1er janvier, et tout le monde est costumé. Et c'est payant, faut s'inscrire bien avant, parce qu'il y a plusieurs départs. Et ces fonds reviennent à des associations. Et c'était le meilleur nouvel an de ma vie, en fait. Je pense que je referai jamais un nouvel an comme ça. C'était exceptionnel. Donc si un jour vous avez l'occasion d'aller fêter le nouvel an en Écosse, mais d'autant plus à Édimbourg, je vous le souhaite. Et je pense que c'est un truc qui reviendra dans d'autres romans qui pourraient se passer en Écosse, puisque ça m'a beaucoup marqué. Maintenant, on va venir à PS I Still Hate You. Et je veux mettre un petit trigger warning, parce qu'on va parler de deuil. Donc si c'est un sujet qui est trop compliqué pour vous, on va passer assez rapidement, mais si c'est trop compliqué pour vous, sautez peut-être 2, 3, 4, 5 minutes, où je vais vous teaser un peu la théorie des baguettes. Donc,
encore une fois, fil conducteur. D'ailleurs, ce qui me fait penser, fil conducteur, j'ai fini par rencontrer les Vamps, donc mon groupe préféré, dont la chanson Just My Type, a inspiré le roman Secret Love Song. Il y a tout un épisode qui s'appelle J'ai rencontré le groupe qui a inspiré mon roman, qui est sorti l'année dernière, il me semble février ou mars. Non, mars, parce que je les ai rencontrés, non, pas du tout, mai, rien à voir, c'était pour l'anniversaire du roman. Donc en mai, j'ai sorti un épisode de Tête à Tête qui s'appelle J'ai rencontré le groupe qui a inspiré mon roman. Et je crois qu'il y a presque 40 minutes de blabla sur ça, donc je vais pas m'étendre sur ça. Mais il y a toujours cette loi de l'attraction, ce fil conducteur, et la vie qui imite l'art ou l'art qui imite la vie, on sait pas trop. Donc pour P.S. I Still Hate You, le premier tome, presque, devrais-je dire, de Prohibido, qui veut dire interdit en espagnol. Je sais pas si c'est le premier tome, peut-être un jour il y aura des spin-offs, mais en gros c'est un tome unique. Il n'y aura pas de suite à proprement parler. Le roman commence par l'enterrement de la grand-mère adoptive, la grand-mère de cœur de Louisa, qui est l'héroïne. Et elle rencontre Luca, qui lui est lié d'une autre manière à cette grand-mère. C'est un enemies to lovers, il y a plein de choses, il y a plein d'histoires, certes d'amour, mais de famille. On parle de famille de sang, de famille de cœur, de racines, d'origine, en être fière, de langues différentes, etc. Et donc, j'ai exposé certaines choses dans ce roman qui, pour moi, à l'époque, faisait honneur à mon grand-père. Donc, mon grand-père, c'est mon nom de plume, Catalano, qui nous a quittés il y a plus de 15 ans. Et c'était mon grand-père de cœur. Donc on partage pas le même sang, mais c'était mon grand-père, c'est celui qui m'a élevée. Et j'avais encore beaucoup de choses à digérer sur sa disparition, parce que quand il est parti, j'étais en 6ème, donc j'avais environ 12 ans. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marquée. Et voilà, donc c'était un petit peu une pseudo-thérapie, plus d'une dizaine d'années, 15 ans plus tard, quoi, bref. Mais en même temps, j'avais envie de faire passer certaines choses et aussi rendre honneur à ma grand-mère qui a donné son nom, donc Maria Luisa, Marie-Louise, à mon héroïne. Luisa, c'est son nom complet, parce que je savais que j'avais plus beaucoup de temps avec elle. Et c'est pour ça que le roman, par exemple, est sorti le jour de son anniversaire, donc le 3 décembre 2022, pour lui rendre honneur. Il lui est dédié. Il y a plein de petites anecdotes dans le bouquin avec des choses que j'ai traversées avec mes deux grands-parents, que ce soit mon grand-père ou ma grand-mère. Et même si je l'ai écrit pour apaiser et écrire sur mon grand-père, finalement, il y a pas mal de choses qui ont été beaucoup plus vers ma grand-mère. Et comme Louisa, en fait, j'ai perdu ma mamie cette année, donc plus d'1 an, presque 1 an après la sortie du roman. Et également, aux mêmes dates, fin août, début septembre, j'ai pas rencontré mon Luca. Il était en retard, il n'était pas à la cérémonie. Non pas que je l'ai cherché, mais voilà. Et du coup, je me retrouve d'autant plus dans Louisa avec tout ce que j'ai mis par rapport aux recettes, par rapport au le fait de cuisiner avec ses grands-parents, avec ce qu'on oublie en premier, que ce soit le son de la voix, ou l'écriture, ou les rires, ce genre de choses. Et après, il y a 2-3 anecdotes que j'aimerais revenir, mais je pense que ça sera un post sur les réseaux sociaux, ou un autre épisode de podcast. Mais j'ai eu la chance, comme je vous le disais, de pouvoir voyager. Et donc, j'ai commencé le roman avant d'aller en Californie pour la première fois, mais je l'ai terminé après mon road trip. Et donc, je m'inspire un peu de ce que j'ai pu voir de Los Angeles et de Pasadena, même si c'était juste une demi-journée, notamment les Arlington Gardens, donc les jardins Arlington, qui vont avoir à la fin du roman une importance. Et ça, c'est clairement une scène qui a été créée entre Louisa et son père par rapport... j'aurais pas pu y penser sans y mettre les pieds. Et sans vivre et sans écrire moi aussi un petit mot que j'ai mis sur l'arbre à vœux qu'on peut trouver là-bas. Voilà. Et je vais terminer ce très long épisode, ça y est, on a battu le record je crois, en vous teasant un peu la théorie des baguettes. Donc ma comédie romantique qui se passe à Londres entre Teresa, actrice irlandaise de théâtre qui veut percer sur le West End, dans le West End, qui est le Broadway anglais, et Tommy, qui est donc, j'allais dire musicien, oui, à ses heures perdues, mais surtout scientifique, passionné de dinosaures, et qui travaille au musée d'histoire naturelle de Londres.
Alors, qu'est-ce qui m'a inspirée dans ma vie pour ce roman ? Je pense, encore une fois, mon amour pour l'Angleterre, mon amour pour Londres. Si je devais choisir entre Paris et Londres, ça serait Londres sans hésiter. Pourtant, il y a ce même côté ultra vivant, super culturel, parfois trop chaotique, qui peut un peu nous étouffer presque. Et pourtant, je me sens réellement à la maison là-bas. Je pense que c'est par rapport à l'année que j'ai passée en Angleterre et je pouvais aller à Londres très facilement. Donc, il y a des endroits que j'ai pu visiter comme les musées, comme des cafés, comme les théâtres, que vous allez retrouver dans le roman. J'ai pas de colloque craquant. Un jour, je vous ferai un podcast ou un post sur tous mes déboires avec les colloques parce que c'est vraiment un thème central de ce roman-là. Concrètement, j'ai pas eu cette chance. J'ai pas eu un Tommy, j'ai pas eu une Teresa. Teresa, je parle beaucoup de sa relation avec son apparence et avec son poids. Au début, je voulais parler de TCA, mais je pensais que ça faisait trop. Et c'est pas parce qu'on est plus size, c'est pas parce qu'on est gros qu'on a des troubles alimentaires. Et inversement, je pense que même si elle parle de grossophobie, de regard des autres alors qu'elle aime son corps et qu'elle s'aime, ça c'est un truc que j'ai traversé personnellement, que des amis ont traversé personnellement, que j'ai pu observer dans les familles, dans ma famille, dans mon entourage, etc., etc. Je voulais garder l'aspect trouble alimentaire pour un autre héros ou une autre héroïne dans une autre histoire où je pourrais vraiment développer ce pan-là, parce qu'il n'y a pas que l'hyperphagie, il n'y a pas que la boulimie, il n'y a pas que l'anorexie, et on peut avoir une relation un petit peu toxique avec la nourriture sans que ça soit automatiquement un trouble alimentaire. Donc voilà, du coup ça c'est un truc que je suis en train de recalibrer actuellement, mais sachez voilà, si c'est un trigger ou quoi, ce roman reste une comédie romantique, c'est pas une romance new adult ou new romance comme Secret Love Song et P.S. I Still Hate You, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus humoristique. Oui, ça va te parler de sujets importants et entre guillemets graves, mais c'est quand même dans un ton un peu plus léger. Et la deuxième chose, je vais parler de Tommy. J'étais pas vraiment obsédée par les dinosaures personnellement, mais clairement Tommy c'est un peu Peter Parker bis. Mon fancast c'est Andrew Garfield. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu la vibe. Et d'ailleurs pour Teresa c'est Nicolas Coughlan, que vous connaissez peut-être de Derry Girls ou de Bridgerton. Et pour Tommy, ça c'est un truc, je pense que pareil je reviendrai un peu dessus parce que je trouve que c'est un sujet super délicat. Mais ça revient sur le regard des autres et le fait de s'assumer et le fait de traverser une adolescence où les gens pensent connaître votre sexualité pour vous et que vous allez vous rendre compte de certaines choses et que vous n'avez pas envie de leur donner raison parce qu'on vous a toujours pensé d'une manière et que vous voulez pas rentrer dans certaines cases d'un côté comme de l'autre. Et ça voilà, c'est un sujet super important pour moi et pour mes proches, donc je voulais transmettre ça. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. On va s'arrêter pour aujourd'hui et je reviendrai bien évidemment sur certains trucs. Si vous avez des questions, je reçois pas mal de DM, c'est trop cool. Voir ce qui vous fait réagir, ce qui va vous émouvoir, vous mettre en colère, vous faire rire, etc. Donc s'il y a une anecdote particulière ou un roman que j'ai cité qui particulier là, que vous voulez que je revienne dessus plus amplement dans un post, un podcast ou autre, dites-moi et peut-être que ça va me faire remonter d'autres anecdotes et d'autres choses que j'ai puisées dans ma vie. J'espère que c'était un épisode intéressant, en tout cas c'est toujours trop cool de les enregistrer et je pense que vous voyez parce que tous ces épisodes font au moins 30 minutes. Alors je m'étais dit non mais pas de mal, je vais faire 15 minutes maximum tous les soirs et là je me retrouve à 23h à parler à moi-même quoi. Voilà. On se retrouve demain pour l'épisode 19 et la dernière ligne droite des Podmas. Je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end surtout et les bonnes fêtes parce que ça arrive. À demain, salut. Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire d'ailleurs sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maeva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!